Au cours de l'été humide de 1847, 13 membres de la prestigieuse famille Bogart moururent en l'espace de quelques heures dans leur somptueux manoir du Garden District à la Nouvelle-Orléans. Les registres officiels, enfouis profondément dans les archives de l'État de Louisiane, attribuent ces décès à une fièvre soudaine, mais les notes griffonnées à la hâte dans les marges racontent une toute autre histoire. Le docteur Armand Thibodeau, le médecin traitant, écrivit dans son journal personnel qu'il n'avait jamais été témoin d'une agonie aussi synchronisée et que les symptômes ne correspondaient à aucune maladie connue. Les ongles des victimes étaient comme devenus noirs, leurs langues gonflées d'une teinte violette, et leurs cris d'agonie résonnèrent dans les couloirs du manoir jusqu'à l'aube. Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est que chaque mort survint exactement 90 minutes après le traditionnel dîner dominical de la famille. Et la seule personne de la maison à avoir survécu fut Violette, la cuisinière en chef. Pendant plus d'un siècle et 70 ans, cette tragédie demeura l'un des secrets les mieux gardés de la Nouvelle-Orléans, dissimulé derrière un mur de honte, de peur et de silence délibéré. Mais ce soir, nous allons révéler la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans cette cuisine et comprendre pourquoi une lignée entière a disparu en une seule soirée. Avant de poursuivre avec l'histoire de Violette et le massacre des Bogart, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne, car ce genre d'histoire, c'est exactement la raison pour laquelle nous explorons les chapitres les plus sombres et oubliés de l'histoire américaine. Appuyez sur le bouton s'abonner et dites-nous dans les commentaires de quel état vous nous écoutez. Nous adorons échanger avec les passionnés de mystère à travers tout le pays. La vérité derrière ce funeste dîner du dimanche commença des années avant que la première goutte de poison ne touche les lèvres aristocratiques, enracinées dans un cycle de cruauté qui, tôt ou tard, devait réclamer son dû. La Nouvelle-Orléans, en 1847, était une ville de contrastes saisissants, où de magnifiques demeures s'élevèrent comme des monuments à la richesse, tandis que les fondations de cette prospérité reposaient sur l'esclavage humain. Le Garden District, où la mousse espagnole s'enroulait autour des balcons en fer forgé, tels des linceuls funéraires, abritait l'élite de la ville, propriétaires de plantations de sucre, marchands de coton et magnates du commerce maritime, tous enrichis par la sueur et le sang des esclaves. Le manoir Bogart figurait parmi les joyaux du quartier, un chef-d'œuvre de style néo-grec à 3 étages, orné de colonnes corinthiennes, s'élevant vers le ciel de Louisiane. Octave Bogart avait hérité à la fois de la demeure et de la vaste plantation familiale de sucre, ainsi que d'une réputation d'homme que la bonne société qualifiait de discipliné, mais que ses esclaves connaissaient sous un jour bien plus sinistre. À 43 ans, Octave dirigeait sa maison avec la même poigne de fer qu'il exerçait sur sa plantation. Son épouse, Céleste, une femme délicate, issue d'une éminente famille créole, avait depuis longtemps appris à fermer les yeux sur les cruautés de son mari afin de préserver son statut social. Leurs 4 enfants, Étienne, de 19 ans, Margot, 17 ans, Philippe, 15 ans, et la petite Amélie, âgée de 8 ans, avaient une autorité élevée à considérer les personnes réduites en esclavage comme de simples biens, au même titre que la porcelaine fine ou les candélabres d'argent ornant leur salle à manger. Le manoir abritait également le frère cadet d'Octave, Auguste, et son épouse Lucille, avec leurs jumeaux de 14 ans, Henri et Louis. Auguste gérait les affaires commerciales de la plantation depuis la ville, tandis que Lucille se prenait pour une mécène des arts, organisant de somptueux salons pour l'élite culturelle de la Nouvelle-Orléans. Complétant ce foyer oppressant se trouvait grand-mère Bogart, la mère d'Octave, âgée de 78 ans mais encore redoutée pour son influence sur les décisions familiales, et tante Félicité, la sœur célibataire de Céleste, dont la langue acérée et le regard perçant ne laissaient rien échapper. Dans ce monde de privilèges et de pouvoir vivaient 26 âmes réduites en esclavage, chacune portant les cicatrices invisibles de sa servitude. Mais aucune n'en portait de plus profonde que Violette.
Née dans les quartiers des Domestiques en 1823, elle était la fille d'Essy, l'ancienne cuisinière en chef, morte d'épuisement, alors que Violette n'avait que 14 ans. Dès cet âge tendre, Violette fut contrainte de nourrir la famille, même qui possédait son corps et son âme. Elle possédait un talent presque surnaturel en cuisine. Ses mains semblaient sans peu deviner la juste dose d'épices, le moment précis où le roux devait foncer, ou quelles herbes transformeraient de simples ingrédients en chefs-d'œuvre culinaires. Grâce à elle, la réputation des Bogarts rayonnait dans toute la société de la Nouvelle-Orléans. Mais ce don eut un prix que peu dans la maison comprenaient. Elle travaillait 18 heures par jour, se levant avant l'aube et ne s'effondrant sur sa paillasse qu'après minuit. Sa petite chambre sans fenêtre ne contenait qu'un matelas de paille, une tenue de rechange et une croix en bois ayant appartenu à sa mère. Sa position était aussi enviée que cruelle. En tant que cuisinière en chef, elle devait garantir la réputation gastronomique de la famille, mais il lui était interdit de goûter aux plats qu'elle préparait. Elle jugeait les sauces à la vue, les rôtis à l'odorat, les desserts à l'intuition seule. Octave prenait un malin plaisir à lui rappeler que, bien qu'elle prépare des mets dignes des rois, elle ne mangerait toute sa vie que des restes. Les autres esclaves la regardaient avec un mélange de respect et de pitié. Elle bénéficiait de rares privilèges. Elle n'était presque jamais fouettée, échappait aux champs de Cannes et recevait parfois les vieilles robes de ses maîtresses. Mais elle vivait isolée, privée de liens et de moments de joie qui aideront les autres à supporter l'insupportable. Parmi le personnel domestique se trouvait Samuel, le fils du maître d'écurie, âgé de 28 ans. Ses regards échangés avec Violette à travers la cour et leurs chuchotements nocturnes dans la cuisine avaient fleuri en un sentiment plus profond, malgré le danger que représentait un tel attachement. Samuel rêvait d'acheter un jour leur liberté et de commencer une nouvelle vie dans les territoires libres. Mais sur une plantation où un homme robuste rapportait 50 $ par an, un tel rêve semblait aussi lointain que les étoiles. Il y avait aussi Moses, le vieux majordome, qui servait la famille depuis plus de 40 ans. Sa silhouette voûtée et ses cheveux grisonnants racontaient dans des décennies passées à se courber sous les ordres des Bogarts. Son dévouement était légendaire, mais dans ses yeux brûlait une flamme froide, invisible pour ceux qui ne voulaient pas la voir. Enfin, la jeune Lily, âgée de 16 ans, était la femme de chambre de Céleste et de ses filles. Sa beauté n'était pas passée inaperçue, et elle vivait dans la peur constante de l'attention qu'elle pouvait susciter. Elle se déplaçait comme un fantôme, accomplissant ses tâches avec une perfection silencieuse. Aux écuries travaillait Thomas, le père de Samuel, un homme au savoir inégalé sur les chevaux et sur la survie. Il avait enterré 2 épouses, survécu à 3 maîtres, et appris à ne jamais laisser paraître ses véritables pensées. Le manoir fonctionnait selon un rythme rigoureux, immuable depuis des décennies. Le petit déjeuner était servi à 7 heures précises dans le salon du matin, donnant sur le jardin. Le déjeuner, à 1 heure, rassemblait souvent des invités venus traiter d'affaires ou de mondanité. Mais le point culminant de la semaine, c'était le dîner du dimanche soir. Chaque dimanche à 6 heures, toute la famille élargie se réunissait dans la grande salle à manger, sous un lustre en cristal importé de Paris à prix d'or. La longue table, pouvant accueillir 20 convives, brillait de porcelaine fine, d'argenterie étincelante et de verre de cristal, capturant la lueur des chandelles comme des étoiles emprisonnées. Ces soupers étaient journées sacrées pour les Bogarts, un moment où les affaires étaient mises de côté et où les liens familiaux étaient célébrés. Pour Violette, ces dîners représentaient l'apogée de sa semaine. Dès le vendredi, elle sélectionnait les meilleurs ingrédients du marché français, élaborant un menu qui mettrait en valeur son art, tout en honorant les traditions créoles de la famille. Le repas se composait généralement de 7 plats. Une soupe légère, du poisson préparé avec des sauces délicates, de la volaille assaisonnée d'épices exotiques, plusieurs plats de légumes utilisant les produits les plus frais du jardin, des viandes élaborées, démontrant à la fois le talent de Violette et la richesse de la famille, et enfin, des desserts qui étaient autant des œuvres d'art que de la nourriture. Le rituel dominical de la famille
était aussi prévisible que le lever du soleil. À 17h30, ils se rassemblaient dans le salon pour l'apéritif. Les hommes dégustaient du brandy importé, tandis que les dames sirotaient des liqueurs délicates. La conversation allait des affaires des plantations au potin de la haute société de la Nouvelle-Orléans, tandis que les enfants étaient pointiers tenus d'écouter leurs aînés avec respect. À exactement 18h, le vieux Moses annonçait que le souper était servi, et la famille entrait dans la salle à manger avec la solennité d'une procession religieuse. Octave prenait toujours place à la tête de la table, avec Céleste à l'autre extrémité. Les enfants et les membres de la famille, élargie, occupaient de leur place assignée selon une hiérarchie établie depuis des années et jamais modifiée. Grand-mère Beauregard, malgré son grand âge, conservait sa place d'honneur à la droite d'Octave, tandis qu'Auguste s'asseyait à sa gauche. La conversation pendant ces repas était soigneusement orchestrée, chaque membre de la famille connaissant son rôle pour maintenir l'image d'une prospérité harmonieuse. Mais sous la surface de cette tranquillité domestique savamment construite, les tensions bouillonnaient comme une marmite prête à déborder. Le printemps 1847 avait apporté un stress inhabituel au foyer Bogart. La récolte de sucre de l'année précédente avait été médiocre à cause des inondations, et les créanciers commençaient à poser des questions embarrassantes sur les dettes impayées. Octave avait dû vendre plusieurs propriétés et envisageait même l'impensable, vendre certains de ses esclaves pour réunir des fonds. Ces pressions financières avaient rendu Octave encore plus instable que d'habitude. Son tempérament, déjà peu agréable, était devenu explosif et imprévisible. Les esclaves de la maison avaient appris à reconnaître les signes avant-coureurs, la façon dont sa mâchoire se crispait en consultant les registres, le ton tranchant de sa voix lorsqu'il donnait des ordres, et surtout le regard glacé et calculateur qu'il prenait lorsqu'il préparait une nouvelle cruauté. C'est durant cette période de tension croissante que la relation entre Violette et Samuel s'approfondit au point de ne plus pouvoir être cachée. Le catalyseur du drame qui allait suivre survint un jeudi étouffant de la fin juin 1847, alors que la chaleur de Louisiane pesait sur la Nouvelle-Orléans comme une couverture suffocante. Violette se trouvait dans la cuisine, préparant un dîner que les Bogart donnaient pour des propriétaires de plantations venus de Charleston. Elle disposait soigneusement des canapés lorsqu'elle entendit la voix de Samuel dans la cour, marquée par la détresse. Elle se précipita vers la fenêtre de la cuisine et vit une scène qui allait à jamais bouleverser sa vie. Samuel était à genoux dans la poussière de la cour, sa chemise déchirée et ensanglantée, tandis qu'Octave se tenait au-dessus de lui, un fouet de cuir à la main. Le visage du maître était déformé par la rage, des éclats de salive jaillissant de ses lèvres, tandis qu'il hurlait des accusations. « Tu oses regarder ma fille de cette façon ?» Sa voix résonna clairement dans l'air lourd et humide. « Tu oublies de ta place, garçon ?» Le sang de Violette se glaça lorsqu'elle comprit. Margot, la fille de 17 ans d'Octave, passait plus de temps aux écuries, ces derniers temps, et Violette avait remarqué la façon dont les joues de la jeune fille s'empourpraient quand Samuel était proche. Elle avait aussi vu l'inconfort de Samuel face à cette attention non désirée, ses précautions pour éviter de se retrouver seul avec une femme blanche. Mais, dans la logique tordue du système esclavagiste, l'embarras d'un esclave face à une avance était interprété comme de la présomption, un crime passible de mort. « Pitié, maître Bogart !» haleta Samuel entre deux coups. « Je n'ai jamais voulu... » « Silence !» gronda Octave. Le fouet claqua de nouveau, laissant une traînée sanglante sur le dos de Samuel. « Ton silence prouve ta culpabilité. » Ce qui se passa ensuite, c'est là le destin de tous. Alors qu'Octave levait de nouveau le bras, Violette ne put se contenir davantage. Elle surgit de la cuisine et se jeta entre le fouet et le dos ensanglanté de Samuel. « Pitié, maître Octave !» s'écria-t-elle. « Samuel n'a rien fait de mal. C'est un homme bon, il travaille dur. » Les mots moururent sur ses lèvres en voyant le visage d'Octave se tourner vers elle, son expression passant de la rage
à une froideur calculatrice bien plus terrifiante. Les autres esclaves se replièrent dans l'ombre, sentant qu'un malheur terrible allait s'abattre. « Ainsi, murmura Octave d'une voix basse, la cuisinière pense pouvoir me dire comment discipliner ma propriété. » Les jambes de Violette tremblaient, mais elle ne bougea pas. « Non, maître, je voulais seulement… » « Tu voulais quoi ?» fit Octave en s'approchant, si près qu'elle pouvait sentir l'odeur du brandy sur son souffle et voir les vénules éclater dans ses yeux. « Tu crois qu'à force de bien cuisiner, tu peux te permettre de remettre en question mon autorité ?» Un silence pesant suivit, brisé seulement par la respiration haletante de Samuel et le cri lointain d'un oiseau moqueur dans le jardin. Violette savait qu'elle avait franchi une ligne dont on ne revenait pas, mais en voyant le corps meurtri de Samuel, elle comprit qu'elle s'en moquait. « Samuel est un homme bon, » répéta-t-elle d'une voix plus assurée. « Il ne mérite pas ça. » Le rire d'Octave résonna, sec et cruel. « Un homme bon ? C'est ma propriété, fille. Tout comme toi. » Il se pencha, sa voix devenant un murmure glacé. « Mais je crois que tu l'as oublié, n'est-ce pas ? Que tu t'es mise à avoir des idées au-dessus de ta condition. » La punition qui suivit dépassa la douleur physique. Octave fit enfermer Samuel dans la remise des écuries, sans eau ni nourriture, jusqu'à ce qu'il apprenne le respect. Pour Violette, il imagina une cruauté plus raffinée. « Dorénavant, » annonça-t-il à tout le foyer, « Violette préparera les repas comme d'habitude, mais elle ne mangera qu'une fois que chacun ici aura déclaré être satisfait de son travail. Et comme je suis un homme difficile à satisfaire, les 3 jours suivants furent un cauchemar indicible. Violette cuisina pour la famille, tout en ne survivant qu'à l'eau et aux miettes que Moses ou Lily parvenaient à lui glisser en secret. Ses des mains tremblaient en pétrissant le pain, sa vision se brouillait en remuant les sauces, et ses jambes vacillaient sous le poids de des plats. Mais pire que la faim, ce fut la torture psychologique. Octave critiquait chaque plat. Trop salé, trop cuit, trop fade. Chaque reproche signifiait une journée supplémentaire sans nourriture. Il prenait un malin plaisir à décrire les saveurs et textures pendant qu'elle se tenait debout dans un coin, forcée de regarder sans pouvoir goûter. Le 2e jour, Samuel parvint à s'échapper, poussé par le désespoir et l'amour. Il n'atteignit que la cuisine avant d'être capturé. Le châtiment fut si brutal que le docteur Thibideau dut être appelé pour s'assurer qu'il ne mourrait pas avant la fin de la punition. En soignant Samuel, le médecin remarqua le visage de Violette, creusé par la faim, mais animé d'un éclat inquiétant. « Cette fille, dit-il à sa femme le soir même, a le regard de quelqu'un qu'on a poussé au-delà de ses limites. C'est dangereux, ce regard. » Le docteur Thibideau connaissait l'équilibre fragile sur lequel reposait la société des plantations. Issu d'une famille semi-modeste, il était devenu l'un des médecins les plus respectés de la Nouvelle-Orléans, soignant les riches familles de planteurs, mais aussi, en secret, les esclaves que leurs maîtres laissaient dépérir. Il savait ce que la cruauté faisait à l'âme humaine. La plupart des gens, poussés à bout, se brisaient. Ils devenaient des coquilles vides, survivant sans vraiment vivre. Mais certains, une poignée seulement, transformés d'hommes et leur souffrance en quelque chose d'autre, dur, concentré et dangereux. Ceux-là étaient de ceux qui savent sourire tout en préparant leur vengeance, qui attendent patiemment le moment parfait pour frapper en retour. En observant Violette ce jour-là, soignant les blessures de Samuel avec des mains qui auraient donc dû trembler de fatigue, mais qui demeuraient au contraire fermes, pleines de détermination, le docteur Thibaudot reconnut les signes. Il se promit d'avertir Octave que sa cruauté engendrait une situation dangereuse. Mais, comme tant de bonnes intentions, ce fut une résolution qu'il repoussa jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Au 3e jour de sa punition, quelque chose mourut en Violette et quelque chose d'autre naquit. Tandis qu'elle se tenait dans la salle à manger, regardant Octave savourer un morceau de son célèbre pudding au pain et aux pralines, décrivant ses saveurs avec un enthousiasme théâtral, tandis qu'elle vacillait sur ses jambes de faim,
Une froide clarté envahit son esprit, semblable au brouillard montant du Mississippi. Elle commença à remarquer des choses auxquelles elle n'avait jamais prêté attention auparavant. La légère tremblote de la main d'Octave quand il était nerveux, signe que ses difficultés financières étaient bien pires que ce que la famille laissait paraître. La manière dont les yeux de Céleste se tournaient furtivement vers la carafe de brandy quand elle croyait que personne ne la regardait, révélant une dépendance naissante à l'alcool pour supporter sa vie. Le regard que le jeune Philippe lançait à Lily lorsque ses parents ne le voyaient pas. Un regard dont les implications faisaient se nouer l'estomac de Violette. Mais plus que tout, elle commença à observer les habitudes de la famille, leurs routines, leurs préférences, leurs manies. Elle remarqua que grand-mère Bogart prenait toujours ses médicaments exactement 30 minutes avant les repas, qu'Auguste avait l'habitude nerveuse de consulter sa montre de poche toutes les 15 minutes pendant le dîner, que la petite Amélie mangeait toujours ses légumes, d'abord, gardant le meilleur pour la fin. Ces observations, autrefois simples éléments de son travail de cuisinière, prirent désormais une toute autre signification. Elle commença à voir la famille non plus comme ses oppresseurs, mais comme une énigme à résoudre, un problème demandant la solution appropriée. Ce fut cette troisième nuit, alors qu'elle s'effondrait enfin sur sa paillasse, après qu'Octave eut déclaré, à contre-cœur, être relativement satisfait de son repas du soir, que Violette prit la décision qui scellerait leur destin à tous. Elle continuerait de servir la famille Bogart avec la même compétence et le même dévouement qu'auparavant. Mais cette fois, elle les servirait d'une manière qu'ils n'oublieraient jamais. Le plan qui commença à se former dans son esprit ne naquit ni d'une rage soudaine, ni d'un élan désespéré. Il fut façonné avec la même attention minutieuse qu'elle mettait à ses meilleurs plats, assaisonné de la patience et de la sagesse, acquises au fil des années à observer les habitudes et préférences de la famille. Elle attendrait le moment parfait, et lorsque ce moment viendrait, elle offrirait aux Bogart un repas qu'ils se rappelleraient pour l'éternité. Lorsque juillet arriva, brûlant l'air jusqu'à le rendre presque liquide, le comportement extérieur de Violette retrouva ce que la famille considérait comme normal. Elle reprit ses tâches avec une efficacité silencieuse, son visage un masque de servitude irréprochable, ne laissant transparaître aucune des sombres réflexions qui s'agitaient derrière ses yeux noirs. Pour un observateur occasionnel, il semblait que la punition d'Octave avait porté ses fruits. La cuisinière rebelle avait été brisée et remise à sa place. Mais ceux qui connaissaient bien Violette remarquèrent des changements subtils. Vieux Moïse, dont les décennies de survie lui avaient appris à lire les gens comme on lit les signes du ciel, observa que les gestes de Violette avaient acquis une qualité différente. Là où elle travaillait autrefois avec la grâce fluide de celle qui aime son art, elle se mouvait désormais avec la précision mécanique d'une horloge. Son célèbre instinct culinaire, cette capacité à goûter une sauce du regard ou à savoir, au seul bruit du four, quand le pain était prêt, semblait s'être affûté jusqu'à devenir presque surnaturel. Samuel, encore convalescent après la correction reçue dans les quartiers, des esclaves, observait Violette avec une inquiétude croissante lors de leurs rencontres furtives. La femme dont il était tombé amoureux avait autrefois une chaleur capable de faire fondre le beurre, un rire capable de dissiper les plus sombres peines. Celle qui venait désormais le voir dans l'obscurité de l'aube semblait faite d'une matière tout autre. Son toucher demeurait doux lorsqu'elle nettoyait ses plaies, mais dans ses yeux brillait une froideur qui lui rappelait, à son grand effroi, le regard d'un serpent juste avant l'attaque. « Violette », murmura-t-il un matin, alors qu'elle se préparait à retourner à la cuisine. « Tu me fais peur, ma fille. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?» Elle s'arrêta sur le seuil, sa silhouette découpée sur la lumière pâle du matin, filtrant à travers la petite fenêtre du baraquement. Lorsqu'elle se retourna vers lui, Samuel vit dans son visage quelque chose qui glaça son sang. « Je vais m'occuper de tout, » dit-elle calmement. « Tu n'as plus à t'inquiéter. »« Que veux-tu dire par là, t'occuper de tout ?» Mais elle était déjà partie, le laissant seul avec la terrible certitude que la femme qu'il aimait
préparer quelque chose qui les détruirait tous. Les changements dans le comportement de Violette étaient évidemment suffisamment discrets pour passer inaperçus de la famille Bogart. Bien au contraire, il se réjouissait de ce qu'il percevait comme les effets positifs de la discipline d'Octave. Les repas de Violette avaient toujours été exceptionnels, mais ils atteignaient désormais de nouveaux sommets d'art culinaire. Ses présentations devenaient plus élaborées, ses associations de saveurs plus raffinées, et son souci du détail presque obsessionnel. Ce que la famille ignorait, c'est que Violette avait commencé un tout autre genre de recherche. Lors de ses sorties quotidiennes au marché français, elle faisait désormais des haltes qui n'avaient là rien à voir avec la préparation des repas. Elle se mit à fréquenter les vendeurs d'herbes et les guérisseuses qui œuvraient dans l'ombre du commerce officiel de la Nouvelle-Orléans, posant des questions sur les plantes et leurs propriétés. Des questions qui pouvaient me sembler innocentes à un observateur distrait, mais qui portaient des implications bien plus sombres. La Nouvelle-Orléans de 1847 était une ville où la frontière entre médecine et magie, entre guérison et mal, demeurait floue. L'influence des traditions africaines, des pratiques vaudou caribéennes et du savoir amérindien sur les plantes avait créé un réseau souterrain de guérisseurs et de praticiens qui comprenait donc la double nature de bien des substances naturelles. Ce qui pouvait guérir à faible dose pouvait tuer à forte dose. Ce qui soignait un corps pouvait aussi l'empoisonner. Tout dépendait du savoir et des intentions de celui qui mélangeait. Les visites de Violette à ses praticiens étaient prudentes et espacées. Elle ne posait jamais de questions directes, mais engageait des conversations apparemment anodines sur les herbes et leurs usages. Elle apprit quelles plantes pouvaient provoquer des douleurs d'estomac ressemblant à une intoxication alimentaire, quels champignons pouvaient induire des symptômes imitant une fièvre soudaine, et surtout, quelle combinaison de substances naturelles pouvait dérouter même les médecins les plus expérimentés. Sa source d'information la plus précieuse fut une amitié inattendue avec maman Brigitte, une vieille créole qui vendait herbes et remèdes dans le coin le plus reculé du marché français. On disait maman Brigitte, âgée de plus de 90 ans, bien que son âge réel fût un mystère qui ne cessait de s'approfondir avec le temps. Née libre à Haïti avant la Grande Révolution, sa connaissance des plantes et de leurs propriétés était légendaire parmi ceux qui savaient où chercher cette sagesse. Maman Brigitte ne demanda jamais pourquoi une esclave de cuisine s'intéressait tant aux vertus médicinales des herbes et des racines. Peut-être percevait-elle la détresse dissimulée derrière les questions prudentes de Violette, ou peut-être comprenait-elle simplement que le savoir est une forme de pouvoir qu'il ne faut pas refuser à ceux qui en ont besoin. Quelles qu'aient été ses raisons, elle commença à partager des informations qu'aucun apothicaire respectable n'aurait jamais confiées à une esclave. Cette racine-là, disait-elle en brandissant un morceau tordu de ce qui ressemblait à de l'écorce d'arbre, elle est bonne pour l'estomac en petite quantité, mais si t'en mets trop, c'est l'effet inverse. La personne tombe malade, très vite. Violette absorba ses connaissances comme une éponge, enregistrant chaque détail pour plus tard. Elle apprit l'existence de plantes pouvant causer des troubles respiratoires, d'herbes capables d'altérer le rythme cardiaque et de champignons provoquant des symptômes neurologiques que l'on pouvait aisément confondre avec une apoplexie ou une fièvre soudaine. Mais le plus précieux de tout, ce fut ce qu'elle apprit sur le temps et les dosages. Maman Brigitte lui expliqua comment le corps humain assimilait différentes substances, combien de temps il fallait pour que tel poison agisse et comment ajuster la dose selon le poids et la constitution. Ce savoir transforma la vision que Violette avait de son art. Elle ne voyait plus la cuisine seulement comme un moyen de nourrir les corps, mais comme un moyen de les dominer. À mesure que l'été avançait, Violette commença à mener de petites expériences qui passèrent totalement inaperçues au sein de la maisonnée. Elle ajoutait de minuscules quantités de diverses herbes à différents plats, observant attentivement les réactions de la famille. Une pincée d'une racine pouvait provoquer chez Auguste une légère indigestion. Une petite dose d'une autre herbe
suffisaient à rendre le jeune Philippe légèrement nauséeux après le dîner. Ces expériences lui apprirent les tolérances, les sensibilités et les réactions de chacun, un savoir qui s'avérerait essentiel à son plan final. Bien sûr, la famille attribuait ces troubles digestifs mineurs à la chaleur et à l'humidité de l'été louisianais. Lorsque Céleste se plaignait de maux d'estomac occasionnels, le docteur Thibaudot lui prescrivait un tonique léger et lui conseillait d'éviter les plats trop riches pendant les heures les plus chaudes de la journée. Quand la petite Émilie paraissait fatiguée après quelques deux repas, on mettait cela sur le compte de la lourde chaleur qui pesait sur la constitution d'un enfant. Pendant ce temps, la relation de Violette avec les autres esclaves changeait d'une manière qui reflétait son isolement croissant et sa concentration obsessionnelle. Elle avait toujours été un peu à part du reste du personnel de la maison à cause de son poste exigeant et de ses longues heures de travail. Mais à présent, elle se retirait même des rares amitiés qui l'avaient soutenue durant les périodes les plus sombres de sa servitude. Lily, qui venait souvent chercher conseil et réconfort auprès de Violette dans ses moments les plus difficiles, trouvait désormais ses approches accueillies par des réponses polies mais distantes. Vieux Moïse, qui avait tenu lieu de père à Violette depuis la mort de sa mère, remarqua que leur conversation devenait de plus en plus superficielle et brève. Même Thomas, le père de Samuel, commençait à se sentir mal à l'aise en sa présence, percevant dans son attitude quelque chose qui lui rappelait les chiens dangereux qu'il avait connus, calmes et maîtrisés en apparence, mais prêts à bondir à tout moment. La seule personne qui semblait deviner l'état d'esprit véritable de Violette était Samuel, mais même lui était tenu à distance, tandis qu'elle se concentrait de plus en plus sur ses préparatifs. Lors de leurs rares moments ensemble, il essayait de la comprendre, de percer ce qui se cachait derrière cette façade devenue impénétrable. « Tu changes, Violette », lui dit-il un soir d'août alors qu'ils étaient assis dans le petit jardin, derrière les quartiers des esclaves, parlant à voix basse pour ne pas être entendu. « Tu deviens quelqu'un que je ne reconnais plus. » Violette leva les yeux vers les étoiles, à peine visibles à travers l'humidité étouffante. Un instant, son masque se fissura, et Samuel aperçut la douleur et la rage qu'elle portait seule depuis des semaines. « Ils m'ont tout pris, » murmura-t-elle. « Ma mère, mon enfance, ma liberté. Et quand j'ai enfin trouvé quelque chose qui comptait, quand je t'ai trouvé toi, ils me l'ont aussi arraché. Ils t'ont battu comme un animal et m'ont forcé à regarder. Ils m'ont affamé et en ont fait un spectacle. » Samuel tendit la main pour la toucher, mais elle se dégagea. « Ça ne veut pas dire que tu dois devenir comme eux, » dit-il doucement. « Je ne deviens pas comme eux, » répondit Violette, et la froideur de sa voix fit frissonner Samuel. « Ils détruisent parce qu'ils y prennent plaisir. Moi, je vais détruire parce qu'il le faut. Qu'est-ce que tu prépares, Violette? Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Elle le regarda longuement. Dans ses yeux, Samuel vit une forme de paix plus terrifiante que la colère la plus violente. « Je vais leur servir exactement ce qu'ils méritent, » dit-elle. « Rien de plus, rien de moins. » Alors que l'été glissait lentement vers l'automne, les préparatifs de Violette entrèrent dans leur phase finale. Elle avait identifié les substances nécessaires, testé leurs effets à petite dose et étudié les habitudes de la famille, jusqu'à pouvoir prédire leurs gestes avec une précision d'horloge. Il ne lui restait plus qu'à choisir le moment parfait et à exécuter son plan avec la même rigueur qu'elle mettait à préparer un repas de 7 services. L'occasion qu'elle attendait se présenta à la fin de septembre, quand Octave annonça que la famille organiserait un grand souper dominical pour célébrer la récolte réussie de la canne à sucre. Ce dîner marquerait non seulement la fin de la saison, mais aussi le triomphe d'Octave sur les difficultés financières qui l'avaient tourmenté toute l'année. Les créanciers avaient donc été remboursés, les dettes réglées, et la plantation reposait de nouveau sur des bases solides. Ce serait, déclara Octave, un festin inoubliable. À mesure que la chaleur de septembre se faisait plus douce, la demeure des Bourgard s'emplit d'une activité fébrile. Le banquet, selon Octave, serait
le plus grand souper dominical que la Nouvelle-Orléans ait jamais vu. La récolte de sucre avait non seulement sauvé la famille de la ruine, mais aussi restauré la confiance d'Octave en sa position parmi les planteurs les plus influents de Louisiane. La liste des invités ressemblait à un véritable annuaire de la haute société louisianaise. Le juge Honoré Dufresne et son épouse seraient présents, tout comme le banquier Édouard Blanchot et le riche marchand Alphonse Boudreau. Le révérend père Antoine Marigny bénirait le repas, tandis que le docteur Armand Thibaudot assisterait, à la fois en tant que médecin de la famille et vieil ami d'Octave. Même le maire Auguste Chouteau avait accepté l'invitation, portant le nombre total des convives à 23, en plus des 13 membres de la famille Beauregard. Pour Violette, c'était l'apogée de tout ce qu'elle avait préparé. Ce grand dîner, réunissant la famille élargie et les personnalités les plus en vue de la ville, offrait le théâtre idéal pour sa dernière représentation. L'ampleur de l'événement exigerait d'elle une précision absolue, coordonner plusieurs plats tout en maintenant le timing impeccable qui avait fait sa réputation à travers la Nouvelle-Orléans. Mais ce qui rendait cette soirée parfaite à ses yeux, c'était une décision prise par Octave. En raison de l'importance de l'occasion, il avait ordonné que tous les esclaves de maison restent dans le manoir pendant toute la soirée, prêts à répondre aux moindres besoins. Cela signifiait que, lorsque le moment viendrait, tous ceux qui avaient participé ou assisté à son humiliation seraient menés présents pour en voir la conclusion. Durant les jours précédant le banquet, Violette se jeta dans les préparatifs avec une intensité qui impressionna même les membres blasés de la maisonnée. Elle passa des heures au marché français, choisissant les ingrédients avec une minutie proche de l'obsession. Chaque tomate était examinée pour sa maturité parfaite, chaque morceau de viande inspecté pour sa marbrure idéale, chaque herbe testée pour sa fraîcheur et sa puissance. Son menu pour la soirée était un chef-d'œuvre de cuisine créole, conçu pour mettre en valeur à la fois son talent culinaire et sa connaissance approfondie des effets des aliments sur le corps humain. Le repas commencerait par une délicate soupe de tortue, assaisonnée d'un équilibre précis d'herbes destinées à stimuler l'appétit et éveiller l'attente du festin à venir. Suivrait un pompano nappé d'une sauce complexe nécessitant des heures de préparation et de patience. Le troisième service mettrait à l'honneur un pigeon farci d'un mélange de riz, de légumes et d'épices transmis dans la famille de Violette depuis des générations, bien qu'elle y eût apporté certaines modifications que ses ancêtres n'auraient jamais approuvées. Les plats de viande comprendraient du bœuf et du porc, cuisinés selon des styles différents, accompagnés de légumes du potager du manoir et de pain levé exactement le temps nécessaire pour atteindre la texture parfaite. Mais c'était le dessert qui représentait le véritable chef-d'œuvre de Violette. Son célèbre pudding au pain et aux pralines, servi avec une sauce au custard dont tout la Nouvelle-Orléans parlait depuis des années. La recette venait de sa mère, transmise à travers des générations de cuisinières esclaves qui l'avaient perfectionnée dans les cuisines des plantations de Louisiane. Violette avait passé des années à peaufiner ce dessert jusqu'à lui donner une complexité et une sophistication inégalées. Il était devenu le final obligatoire de chaque grand dîner chez les Beauregard. Ce que nul ne savait, c'est qu'elle avait passé le mois précédent à perfectionner une toute autre recette. Une recette qui transformerait cette célébration en quelque chose d'infiniment plus mémorable que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Ces préparatifs finaux commencèrent le vendredi matin, lorsqu'elle se rendit une dernière fois à l'étal de maman Brigitte, au marché français. La vieille femme l'accueillit avec le même sourire énigmatique qu'à leur précédente rencontre. Mais cette fois, ses yeux anciens portaient une lueur différente, une tristesse silencieuse, comme si elle savait déjà ce qui allait se produire. « Es-tu sûr du chemin que tu empruntes, mon enfant ?» demanda maman Brigitte, en enveloppant les dernières herbes dont Violette aurait besoin dans un morceau de papier brun. « Une fois que tu auras pris cette route, il n'y aura plus de retour possible, » dit maman Brigitte d'une voix grave. Violette soutint son regard sans ciller. « Je suis déjà trop loin pour revenir en arrière. Ils s'en sont assurés. »
Mama Brigitte hocha lentement la tête et lui tendit le paquet. « Alors que Dieu ait pitié de toutes vos âmes, murmura-t-elle, car vous n'en trouverez nulle part d'ailleurs. » Ce week-end-là, tandis que Violette se lançait dans le processus complexe de préparation du festin du dimanche, son comportement prit une qualité presque rituelle qui troubla ceux qui l'observaient. Elle se déplaçait dans la cuisine avec la précision d'un horloger assemblant une montre délicate, chaque geste mesuré, chaque mouvement réfléchi. Son habitude de fredonner en travaillant avait complètement disparu, remplacée par un silence épais qui emplissait la pièce comme un brouillard. Samuel, encore convalescent de ses blessures, mais capable de se déplacer avec précaution dans la plantation, trouvait 1000 prétextes pour passer par la cuisine au cours du week-end. Ce qu'il y vit lui inspira une angoisse qu'il ne parvenait pas à exprimer. Violette travaillait avec une précision mécanique, le visage impassible, préparant chaque élément du repas avec une froideur qui ne ressemblait en rien à la joie qu'elle avait autrefois éprouvée en cuisinant. Le samedi soir, alors qu'elle terminait les préparations préliminaires pour le festin du lendemain, Samuel finit par la confronter directement. Il attendit que la cuisine soit vide, s'approcha d'elle alors qu'elle nettoyait ses couteaux avec une minutie obsessionnelle. « Violette, je t'en supplie, » murmura-t-il. « Quoi que tu prépares, ne le fais pas. On trouvera une autre solution. » Elle ne leva pas les yeux, mais ses mains s'immobilisèrent sur la lame qu'elle polissait. « Une autre solution, pourquoi, Samuel? Pour être libre? Pour obtenir justice ?» Elle releva enfin les yeux vers lui, et Samuel recula d'un pas malgré lui. « Tu crois qu'il existe une justice pour des gens comme nous? Tu crois que si l'on attend assez longtemps, si l'on prie assez fort, si l'on travaille assez dur, quelqu'un viendra arranger les choses? Je crois que si tu fais ce que tu as prévu, tu vas te détruire avec eux. » Violette posa le couteau et se tourna vers lui, le regard fixe. « Je suis déjà détruite, Samuel. Il ne reste plus qu'à décider si je vais mourir seule, ou les emmener avec moi. Et moi, et nous, qu'est-ce qu'il en est ?» Pour la première fois depuis des semaines, Samuel crut voir passer sur le visage de Violette une lueur de douceur, celle de la femme qu'il avait aimée. Mais elle disparut aussitôt. « Si tu m'aimes vraiment, » dit-elle calmement, « alors trouve un moyen de ne pas être ici demain soir. » Samuel la fixa longuement, la compréhension se dessinant peu à peu dans ses yeux. « Mon Dieu, Violette, qu'as-tu fait ?» Mais elle s'était déjà retournée vers son plan de travail, et il sut que toute possibilité de la détourner de sa décision s'était éteinte des semaines plus tôt, ce jour brûlant dans la cour poussiéreuse, quand le fouet avait frappé son dos et qu'une partie de la femme qu'il aimait était morte à jamais. Le dimanche 3 octobre 1847 se leva clair et frais, avec les premières senteurs de l'automne qui apportaient aux habitants de la Nouvelle-Orléans un répit bienvenu après un été étouffant. Le manoir des Beauregard s'anima avant même le lever du soleil. Le personnel s'affairait, conscient que la journée marquerait l'un des événements mondains de la saison. Violette s'était levée avant l'aube, comme elle l'avait fait chaque jour depuis 10 ans. Mais ce matin-là avait une signification bien différente. En nouant le tablier blanc et le foulard immaculé de son uniforme, elle croisa son reflet dans le petit éclat de miroir fendu qui lui servait de coiffeuse. Le visage qui la fixait paraissait appartenir à une étrangère, les joues creusées par la privation, les yeux emplis d'un calme terrible. Elle resta un instant à contempler son image, mémorisant les traits de celle qu'elle avait été, puis se détourna pour commencer le travail le plus important de sa vie. La cuisine devint bientôt une symphonie de chaos maîtrisé, tandis que Violette dirigeait la préparation du repas le plus élaboré qu'elle n'eût jamais conçu. Mais contrairement aux autres grands dîners, elle insista pour s'occuper seule des éléments cruciaux. Elle prépara les sauces en solitude, mélangea les épices sans aide et protégea son espace de travail avec une jalousie farouche. Vieux Moïse, dont les fonctions de majordome l'obligeaient à faire la navette entre la cuisine et la salle à manger, remarqua que Violette semblait dotée d'une conscience presque surnaturelle de la présence des autres. Elle suspendait ses gestes dès qu'elle entendait des pas, et plusieurs fois, il la surprit
en train d'écouter intensément les conversations dans d'autres pièces, comme si elle suivait les mouvements de chaque âme du manoir. « Cette fille a des oreilles de chat », marmonna-t-il à Lily en astiquant l'argenterie. « Elle agit plus bizarrement que jamais. » Lily, nerveuse à l'idée de servir des invités aussi importants, hocha distraitement la tête. « Elle est étrange depuis des semaines, depuis que le maître Octave l'a punie. Elle et Samuel. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cette vigilance accrue servait à un but précis. Violette connaissait par cœur les habitudes de la famille, mais aujourd'hui, elle devait suivre chacun de leurs gestes pour assurer une synchronisation parfaite. Chaque élément de son plan dépendait d'une coordination si rigoureuse qu'un horloger suisse en aurait été fier. Au fil de la matinée, la demeure se remplit des sons et des parfums de la préparation. Des fleurs fraîches, disposées dans chaque pièce, les cristaux polis qui reflétaient à la lumière des chandelles, et la grande table dressée avec une précision presque mathématique. La porcelaine fine importée de Limoges brillait sur des nappes de lin irlandais, tandis que l'argenterie captait la lueur du lustre comme une pluie d'étoiles. Vers midi, la famille commença ses propres préparatifs. Céleste passa des heures avec Lily à arranger sa coiffure dans un style complexe nécessitant des dizaines d'épingles et une généreuse dose de pommade. Grand-mère Béora, malgré son âge avancé, insista pour enfiler sa plus belle robe de soie noire et les émeraudes transmises depuis 3 générations. Les hommes, eux, se réunirent dans le bureau d'Octave pour déguster le brandy importé qui serait servi après le dîner, discutant tour à tour de la réussite de la récolte et de la situation politique à Washington. Auguste, fier du redressement de la plantation, était particulièrement joyeux et se plaisait à raconter ses prouesses commerciales. Les jeunes Philippe et les jumeaux, Henri et Louis, avaient vraiment reçu des costumes neufs pour l'occasion, tandis que la petite Émilie portait une robe blanche en mousseline qui la faisait ressembler à un ange. Les enfants avaient reçu des instructions strictes, être vus, admirés, mais ne parler que si on leur adressait la parole. Et surtout, ne jamais interrompre les adultes. L'après-midi avançait et les invités commencèrent à arriver. Le juge Dufresne et son épouse Mathilde furent les premiers, suivis du banquier Blanchot et de sa fille Célestine, dont la beauté et la dot faisaient mi-tourner bien des têtes à la Nouvelle-Orléans. Le docteur Thibaudot arriva ensuite, sa sacoche médicale à la main, espérant toutefois que ses services ne seraient pas requis. L'arrivée du maire Chouteau suscita une agitation particulière. Sa présence donnait à la réception un éclat politique certain. Homme corpulent aux favoris impressionnants, prompt aux discours emphatiques, il se lança aussitôt dans des félicitations tonitruantes pour la réussite d'Octave et des prédictions radieuses sur l'avenir de l'industrie sucrière de la Louisiane. Mais c'est pendant cet afflux d'invités que Violette exécuta l'un des éléments les plus cruciaux de son plan. Alors que la maison bourdonnait d'activité et que les routines habituelles du personnel étaient perturbées, elle apporta les dernières touches au menu du soir. Travaillant avec la concentration d'un pharmacien, préparant un remède, elle ajouta des quantités soigneusement mesurées de diverses substances à plusieurs plats du repas. Chaque mets reçut une attention particulière, les ingrédients choisis selon la connaissance intime qu'elle avait des goûts, de la constitution physique et de la place de chaque convive à table. Les doses étaient calculées avec une précision mathématique, suffisante pour produire l'effet voulu, mais répartie de telle manière qu'aucun plat pris isolément ne contiendrait assez de substance pour éveiller le moindre soupçon lors d'une analyse. Ce qui rendait la préparation de Violette particulièrement diabolique, c'était sa compréhension du temps et des effets cumulatifs. Les substances qu'elle avait choisies agissaient lentement, en combinaison, créant des symptômes qui s'intensifieraient peu à peu tout au long du repas, avant d'atteindre leur apogée simultanément. Lorsque quelqu'un se rendrait compte que quelque chose n'allait pas, il serait déjà bien trop tard pour en identifier la source ou administrer un traitement efficace. À l'approche de 18 heures, la famille et leurs invités se réunirent dans le salon pour prendre des cocktails et bavarder. L'atmosphère respirait la célébration et le triomphe.
Octave tenait littéralement court, tel un roi recevant les hommages de ses sujets. La conversation coulait aussi librement que le vin importé, abordant des sujets allant des dernières modes parisiennes aux rumeurs sur les récentes découvertes d'or en Californie. Depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, Violette observait la scène, un froid sentiment de satisfaction au fond du cœur. Chaque personne présente avait, d'une manière ou d'une autre, contribué à sa souffrance. Chaque membre de la famille qui avait participé à son humiliation ou choisi de l'ignorer. Chaque pilier de cette société qui avait créé et maintenu le système, lui volant sa vie. Ils étaient tous là, parés de leurs plus beaux habits, prêts à savourer son chef-d'œuvre. À exactement 18 heures, le vieux Moses apparut sur le seuil du salon et s'inclina respectueusement. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il d'une voix solennelle, le souper restait servi. La procession vers la salle à manger suivit le protocole établi depuis des décennies pour les repas de la famille Bogart. Octave ouvrait la marche avec le maire Chouteau, suivi de Céleste au bras du juge Dufresne. Les autres invités se disposèrent selon la hiérarchie sociale, grand-mère Borard prenant sa place d'honneur, aidée par le jeune Étienne pour parcourir la courte distance entre le salon et la salle à manger. La salle à manger avait été transformée en un véritable temple de l'opulence, capable d'impressionner même les membres les plus blasés de la haute société de la Nouvelle-Orléans. Des dizaines de chandelles répandaient une lumière chaude sur l'assemblée. Les verres en cristal captaient et reflétaient la lueur comme des diamants emprisonnés. L'arôme des plats de Violette emplissait l'air, promettant des délices culinaires qui faisaient déjà saliver toute la maison. Lorsque les convives prirent place, une attente fébrile s'installa. Octave vantait depuis une semaine les talents de Violette, promettant le meilleur repas qu'il n'aurait jamais goûté. Même le docteur Thibaudot, habitué au plus grand restaurant de Paris et de la Nouvelle-Orléans, se réjouissait d'avance de découvrir la légendaire virtuosité de la cuisinière des Bogart. Violette, elle, restait invisible. Elle travaillait dans l'ombre avec Moses et les autres domestiques pour assurer une présentation parfaite de chaque plat. Mais, contrairement au grand dîner précédent où elle s'était sentie fière de son art, ce soir-là, elle observait le service avec le détachement d'une scientifique assistant à une expérience. Le premier plat, une délicate soupe de tortue, fut accueilli par des louanges enthousiastes qui, autrefois, auraient rempli Violette de joie. Le juge Dufresne la déclara chef-d'œuvre de l'art culinaire, tandis que le banquier Blanchard affirma qu'elle surpassait tout ce qu'il avait goûté dans les meilleurs restaurants de Paris. Même grand-mère Bogart, réputée pour sa sévérité, acquiesça en silence, savourant l'équilibre des saveurs. Aucun convive ne se doutait que la soupe contenait la première dose d'un mélange soigneusement calculé, dont les effets se combineraient au fil du repas. Les herbes choisies par Violette seraient absorbées lentement, préparant un effet cumulatif qui ne se manifesterait que lorsque tous les composants seraient en place. Le deuxième plat, un pompano, nappé d'une sauce complexe ayant demandé des heures de préparation, suscita le même enthousiasme. Le maire Chouteau, fin gourmet reconnu, le déclara digne des dieux eux-mêmes et demanda la recette. Octave promit fièrement de la lui procurer auprès de sa talentueuse cuisinière. À mesure que le repas avançait, la conversation devenait plus animée et joyeuse. Le vin coulait à flots, déliant les langues et remplissant la pièce d'une gaieté croissante. On échangeait des histoires, on portait des toasts, on riait. Mais, depuis l'ombre de la cuisine, Violette commença à remarquer de subtiles altérations. L'appétit d'Auguste semblait légèrement diminuer, bien qu'il continue à louer chaque plat. Céleste, de son côté, portait parfois la main à son ventre, cherchant à dissimuler un léger malaise. Le jeune Philippe avait les joues rosies, sans doute, pensait-on, par l'excitation. Les plats de viande furent présentés avec une mise en scène spectaculaire. Le bœuf, préparé selon une recette complexe, témoignait du génie technique et artistique de Violette. Le porc, quant à lui, proposait des combinaisons de saveurs que plusieurs invités affirmaient n'avoir jamais goûtées.
Ce fut à ce moment-là que le docteur Thibaudeau remarqua quelque chose de troublant. Observant les convives avec l'œil d'un médecin, il distingua des signes physiques discrets mais inquiétants. Grand-mère Borard semblait peiner à avaler. Son petit-fils Henri transpirait abondamment, plus que ne l'exigeait la chaleur ambiante, et le banquier Blanchard, habituellement volubile, parlait avec un effort perceptible. Pourtant, tout cela pouvait s'expliquer. La chaleur, le vin, un repas copieux. Le docteur nota mentalement ses observations sans s'alarmer. Le dessert, enfin, représenta le véritable chef-d'œuvre de Violette, à la fois culinaire et meurtrier. Le pudding au pain, préparé selon la recette de sa mère, était dénappé d'un coulis de praline parfaitement caramélisé et d'une crème anglaise d'une onctuosité presque irréelle. Mais, dissimulé dans cette perfection, se trouvait l'ultime composant de son plan. Les convives, comblés, s'extasiaient. Le maire Chouteau déclara qu'il devait revoir sa définition du meilleur dessert de Louisiane. Le juge Dufresne ajouta que le talent de Violette était gâché dans une maison privée. Elle devrait cuisiner pour des rois. Octave, rayonnant, leva son verre. À la meilleure cuisinière de toute la Louisiane, dont les talents ont fait de ce soir un triomphe inoubliable. S'il avait su à quel point ces mots seraient monts et prophétiques, lorsque le repas prit fin, les convives se laissèrent aller contre leur dossier, comblés et repus. Mais les premiers signes du désastre ne tardèrent d'un pas. Auguste, en plein œil d'histoire amusante, s'interrompit soudain, portant la main à sa gorge, le visage tordu de douleur. « Je me sens... » balbutia-t-il, avant que les mots ne meurent dans sa bouche. Céleste, qui s'éventait avec grâce quelques instants plus tôt, laissa tomber son éventail. Ses mains tremblaient violemment, et son teint vira au gris cendré. « Quelque chose ne va pas, » dit le docteur Thibaudeau, se levant d'un bond, déjà en alerte. Mais, à peine avait-il parlé, qu'il sentit lui-même son estomac se contracter douloureusement. En quelques minutes, la somptueuse salade à manger se transforma en scène de chaos et d'horreur. Un à un, les invités furent saisis de symptômes atroces, douleurs abdominales, nausées, difficultés à respirer, brûlures internes. Grand-mère Bogard s'effondra la première. Son corps âgé ne résista pas à l'assaut des substances qui dévastaient son organisme. Elle tomba de sa chaise, brisant son verre, projetant des éclats de cristal sur la table de mahogany. La petite Amélie, en robe blanche, commença à pleurer, appelant sa mère d'une voix de plus en plus faible. Son jeune corps, au métabolisme rapide, absorbait le poison plus vite, rendant sa souffrance à la fois plus violente et plus brève. Le maire Chouteau, oubliant toute dignité, rampa vers la porte, laissant derrière lui une traînée de vomi dans une tentative désespérée d'expulser le poison. Le docteur Thibaudeau, malgré sa propre vision qui se troublait, tenta de secourir les autres, mais son savoir médical ne pouvait rien contre cette attaque soigneusement orchestrée. Un empoisonnement de masse conçu pour anéantir tous les mécanismes de défense du corps humain. « Allez chercher de l'aide », balbutia-t-il à Moses, figé sur le seuil, horrifié par le spectacle apocalyptique qui se déroulait sous ses yeux. « Faites venir, murmura le docteur Thibaudeau, mais les mots s'éteignirent dans sa gorge, tandis qu'une nouvelle vague d'agonie le pliait en deux. À cet instant de lucidité absolue que l'on ne connaît qu'au cœur du désespoir, il comprit que l'aide arriverait trop tard pour quiconque. Dans la cuisine, Violette demeurait parfaitement immobile, écoutant les échos du chaos et de la mort qui résonnaient depuis la salle à manger. Son visage restait impassible, mais des larmes coulèrent lentement sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de regret, mais de libération, comme si la pression accumulée pendant des mois trouvait d'enfin son exutoire. Samuel la trouva ainsi, figée, telle une statue, au centre de cette cuisine qu'elle avait régné si longtemps. Il avait tenté de suivre son conseil et de s'éloigner de la plantation ce soir-là, mais l'amour qu'il lui portait l'avait empêché de partir. En entendant les cris et en voyant ses larmes, il comprit l'ampleur de ce qu'elle avait accompli. « Violette », murmura-t-il d'une voix tremblante, tendant vers elle des mains qui frémissaient, non pas sous l'effet du poison,
mais de la douleur. « Qu'as-tu fait » Elle se tourna vers lui, et pour la première fois depuis des semaines, il crut retrouver dans ses yeux quelque chose de la femme qu'il avait aimée. Mais ce n'était qu'une ombre. La femme qu'il avait connue avait disparu à jamais, remplacée par une incarnation de la justice, terrible, implacable, aussi définitive que la tombe. « Je leur ai servi exactement ce qu'ils méritaient, » dit-elle calmement, sa voix à peine audible sous le vacarme mourant venu de la salle à se manger. Rien de plus, rien de moins. À minuit, le manoir Bogart était redevenu silencieux, hormis les prières chuchotées des esclaves survivants et le grattement de la plume du docteur Thibaudot qui s'efforçait de remplir les certificats de décès exigés par la loi. Sa propre survie demeura un mystère qu'il ne cessa jamais de méditer. Peut-être que ses portions plus petites, dues à son appétit modéré, l'avaient sauvé. Ou peut-être que ses années d'exposition à divers médicaments lui avaient conféré une résistance partielle au mélange mortel préparé par Violette. La cause officielle des décès, encore visible dans les archives de l'État de Louisiane, fut enregistrée comme une fièvre soudaine d'origine inconnue. Thibaudot savait que c'était faux, mais il comprenait aussi que dire la vérité ne servirait personne. Révéler un empoisonnement de masse survenu lors d'un dîner de l'une des familles les plus influentes de la Nouvelle-Orléans provoquerait la panique et ruinerait toutes les réputations liées au nom Bogart. Et surtout, il savait que Violette avait agi avec une telle précision qu'il serait presque impossible de prouver le meurtre. Les substances employées étaient toutes naturelles, et leurs effets combinés indétectables avec les connaissances médicales de 1847. Une autopsie n'aurait révélé qu'une défaillance généralisée des organes, phénomène attribuable à 1000 causes possibles. Les conséquences, que l'on chuchotait bientôt sous le nom de tragédie Bogart, résonnèrent longtemps dans la société créole. La plantation, privée de tous ses propriétaires, fut saisie par les créanciers et vendue aux enchères. Le manoir resta vide près de 10 ans avant d'être racheté par un homme d'affaires du Nord, ignorant tout de son histoire. Les esclaves de la maison Bogart furent dispersés parmi divers acheteurs. Leurs familles, brisées par la froide logique de la liquidation successorale. Certains, comme le vieux Moses et Thomas, furent rachetés par des planteurs appréciant leur expérience. D'autres, surtout les plus jeunes comme Lily, disparurent dans le vaste réseau du commerce d'êtres humains qui alimentait les plantations de canne à sucre du Sud. Samuel survécut assez longtemps pour être vendu à une plantation de coton au Mississippi, où il mourut 2 ans plus tard dans un accident, qui ne fut peut-être pas un accident. Ceux qui l'avaient connu disaient qu'il n'avait jamais surmonté le traumatisme de cette nuit d'octobre, et qu'il semblait accueillir la mort lorsqu'elle vint le chercher. Quant à Violette, elle disparut complètement des archives historiques. Certains rapports affirment qu'elle fut vendue dans une région reculée de Louisiane et mourut dans l'oubli. D'autres prétendent qu'elle profita du chaos suivant la découverte des corps pour s'enfuir vers le nord ou le Canada. Mais la légende la plus tenace, transmise de génération en génération dans les communautés créoles de la Nouvelle-Orléans, raconte une autre histoire, celle d'une femme qui, cette nuit-là, quitta simplement la plantation et s'enfonça dans les ombres du vieux carré. Selon cette version, elle aurait survécu en mettant son talent culinaire au service des plus pauvres, vivant sous un faux nom et trouvant une forme de rédemption en nourrissant ceux que la société avait oubliés. Des décennies plus tard, les descendants du docteur Thibaudot découvrirent son journal privé, dans lequel il avait consigné ses observations de cette nuit tragique. Il y exprimait à la fois une admiration profonde pour la précision avec laquelle Violette avait préparé sa vengeance et un tourment moral face à la justice qu'elle avait rendue. Elle n'était pas une meurtrière de nature, écrivait-il quelques mois après la tragédie. C'était une femme poussée à devenir ce qu'elle n'avait jamais voulu être, par des circonstances qui auraient brisé bien d'autres avant elle. Si une culpabilité doit être assignée, elle doit l'être à nous tous, qui avons participé ou toléré le système ayant créé un tel désespoir.
Lorsque le manoir fut de nouveau occupé, à la fin des années 1850, il devint le théâtre de phénomènes inexpliqués. Des convives tombaient soudainement malades pendant les repas. Les domestiques se plaignaient d'odeurs étranges venant de la cuisine. Plus d'un cuisinier quitta les lieux après avoir affirmé avoir vu, à l'aube, la silhouette d'une jeune femme noire près du poêle. Ces histoires, conjuguées aux quais de rumeurs persistantes sur la mort de la famille Bogart, bâtirent la réputation du manoir comme l'une des maisons les plus hantées de la Nouvelle-Orléans. La propriété changea souvent de main. Rares furent les propriétaires qui y restèrent plus de 2 ans. Pendant la guerre de Sécession, la demeure servit brièvement de poste militaire, puis d'hôpital pour soldats blessés. Les archives de militaires de l'époque signalent plusieurs cas d'affection mystérieuse parmi les patients, alimentant la rumeur que le lieu demeurait maudit. Dans les années 1880, une société historique acheta la maison pour la préserver comme exemple d'architecture antebellum. Mais une série d'accidents força l'abandon du projet. En 1894, le bâtiment fut démoli. Les journaux rapportèrent que la cuisine, étonnamment intacte malgré les décennies d'abandon, semblait préservée par une force inconnue. Le terrain resta vacant de nombreuses années avant de devenir un petit parc, encore existant aujourd'hui. Les habitants du quartier racontent toujours des phénomènes étranges, des malaises soudains lors d'événements publics, des effluves de plats cuisinés sans qu'aucune cuisine ne soit proche, et parfois l'apparition d'une jeune femme noire en robe d'époque traversant le parc à l'aube. Mais le véritable héritage de Violette ne réside pas dans les légendes de fantômes. Il réside dans ce que son histoire révèle de la nature humaine, sa capacité à la fois pour la cruauté et la résistance. Le système esclavagiste qui avait rendu cette tragédie possible reposait sur la conviction que des êtres humains pouvaient être réduits à l'état de propriété, que leur souffrance ne comptait pas, que leur humanité pouvait être niée sans conséquence. Violette nous rappelle que ces croyances n'étaient pas seulement immorales, mais aussi naïves et autodestructrices. Chaque système d'oppression porte en lui les germes de sa propre chute, souvent semés par les cruautés mêmes qui le soutiennent. Les 13 membres de la famille Bogart morts, cette nuit-là, rendaient pas des monstres dans le sens simple du terme. Ils étaient les produits de leur époque, élevés à considérer l'esclavage comme naturel. Mais en participant à un système fondé sur la souffrance humaine, ils ont engendré leur propre ruine. La vengeance de Violette fut à la fois compréhensible et tragique. Compréhensible parce qu'elle naquit d'un traitement inhumain. Tragique parce qu'elle marqua la corruption d'une âme jadis animée par le désir de nourrir et d'apaiser. La femme qui trouvait autrefois sa joie à nourrir la vie devint celle qui y mit fin, non par méchanceté, mais parce qu'on ne lui avait laissé aucune autre voie vers la justice. Cette histoire nous enseigne que les pires horreurs ne naissent pas toujours du surnaturel, mais souvent des choix humains et des structures sociales. Le véritable fantôme du manoir Bogart n'était pas une âme en peine, mais la culpabilité collective d'une société prospérant sur la servitude. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que toute la vérité a été révélée? Ou bien certains détails sont-ils trop parfaits pour être réels? Laissez votre avis en commentaire et partagez cette histoire si vous aimez les mystères sombres et historiques. Abonnez-vous, activez la cloche et retrouvons-nous dans la prochaine histoire, car les chapitres les plus obscurs de l'histoire américaine cachent souvent les drames humains les plus puissants.